Donc nous, ce dont on va parler pendant à peu près les 45-50 minutes que l'on va voir ensemble, c'est voilà, est-ce que le télétravail qui a connu un grand boom du coup ces derniers mois, hein, pour les raisons qu'on connaît toutes et tous, est-ce que c'est réellement compatible avec la sécurité du système d'information, avec la sécurité côté identité, côté données? Et surtout, voilà, on va parler un petit peu de tout ce qu'il faut, un petit peu des constats de comment les entreprises en définitive ont ouvert le télétravail en étant plus ou moins bien préparées, voire même pas forcément préparées du tout à cette vague-là. Comment il faudrait sensibiliser les utilisateurs, hein, donc on parle beaucoup de gestes barrières du point de vue distanciation sociale et autres, mais on va voir qu'en définitive, la notion de geste barrière aussi, ça va s'appliquer aux usages et côté utilisateur. Donc voilà un petit peu quelles sont les bonnes pratiques qu'il va falloir prodiguer à nos utilisateurs. Et puis la troisième partie, ça va être ok, maintenant côté système d'information, côté direction informatique, quelles sont les choses à mettre en place pour garantir que en définitive, ok, je peux mettre mes utilisateurs en remote, mais tout en protégeant mes identités, mes données et mes accès. Voilà. Et ensuite, on finira par la déclinaison de tout ça, de toutes ces bonnes pratiques et de la mise en œuvre de solutions. Comment on peut faire ça avec les solutions Microsoft, qu'elles soient dans Office 365, dans la suite EMS ou voire dans la partie sécurité d'Azure. Tout d'abord, évidemment, un grand merci à nos sponsors, hein, sans qui on ne pourrait pas faire ce genre d'événement. Donc voilà, vous avez Accran, Monaco Digital, Varonis, Martello et Epitech aussi qui accueillent les gens qui sont sur place. Donc pour ma part, je suis Jean-François Berenguer, moi je suis directeur des opérations pour le Sud pour la société Progelis, nous sommes un pur player à Microsoft, et j'interviens aussi en conseil auprès de nos clients pour tout ce qui est transition vers le cloud et solutions qui tournent autour de la sécurité. Voilà, donc je suis MVP depuis maintenant 13 ou 14 ans. Et je suis aussi donc animateur d'une communauté qui s'appelle Azure et DevOps. Donc c'est un groupe d'utilisateurs qui est basé à Aix-en-Provence. Et voilà, donc nous animons régulièrement tout au long de l'année aussi un certain nombre de meet-ups sur des sujets qui tournent, comme son nom l'indique, autour d'Azure et de DevOps. Vous avez ici mon tweet, hein, donc n'hésitez pas à me contacter si besoin. Par rapport via Twitter. L'idée aussi de la session, c'est qu'elle soit interactive, donc soit entre chaque module, hein, je ferai une petite pause pour voir s'il y a des questions dans le chat, mais après, potentiellement, vous pouvez ouvrir vos micros aussi pour réagir sur les différents sujets. Ok, donc si on part un petit peu des constats, globalement, on s'est aperçu que lié au confinement, le télétravail il s'est imposé pour bon nombre de salariés. Forcément, il a fallu continuer les activités dans les entreprises et tout en essayant de maintenir un niveau d'activité et de travail. Donc du coup, beaucoup de monde s'est retrouvé en situation de télétravail, avec plus ou moins de succès, plus ou moins d'organisation. Voilà, globalement, il y en a qui se sont retrouvés soit à utiliser le device qu'ils avaient à la maison et en essayant de continuer à se connecter aux applications, aux données. Voilà, soit si les entreprises étaient plus matures sur le sujet et à ce moment-là avaient déjà mis les choses à disposition. Mais le constat réel, c'est que tout ça, c'était un déploiement massif, précipité et très souvent désorganisé. Comme disait Hakim et Sefala dans la session précédente, c'est vrai que nous, on a pas mal de nos clients qui nous ont appelés pour dire ça y est, là, il faut absolument qu'on mette en place une solution, il faut qu'on mette en place du Teams, parce que forcément, on fait du Microsoft. Et c'était bien souvent des entreprises ou des organisations qui ne voulaient pas en entendre parler jusque-là.
Donc, chez qui on avait fait l'évangélisation, on avait fait toute la partie workshop, études des usages et autres. Ils disaient non, c'est pas pour nous, mais là, du coup, du jour au lendemain, et voilà, il a fallu qu'on mette en place, ces solutions-là. Et donc, du coup, sans forcément la partie gouvernance et la partie sécurisation qui va avec. Donc ça, on va dire que c'était pendant le confinement, hein, donc en gros à partir du 15 mars. Ce que l'on a constaté depuis le déconfinement, c'est que oui, bien sûr, il y a pas mal de personnes qui ont repris le chemin du bureau, mais le télétravail, il reste pleinement d'actualité. Voilà. Par exemple, chez nous, on est essentiellement en travail en remote, mais c'est surtout aussi ce qu'il faut voir, c'est que donc voilà, parmi les enquêtes qui sont sorties sur le sujet, on remarque à peu près 8 personnes sur 10 souhaitent continuer cette pratique-là. Les entreprises aussi, la plupart ont quand même bien réagi et y ont trouvé aussi un certain avantage. Donc, ce qui fait que quelque chose qui a été plus ou moins forcé et ouvert du jour au lendemain pendant le confinement pourrait maintenant devenir une règle et une vraie nouvelle manière de travailler. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut profiter un petit peu de tout ce qu'on a pu constater pendant les 3-4 mois là, de mars à mai, de bénéficier de tous ces retours d'expérience pour maintenant vraiment se pencher sur le problème et essayer de mettre en place tout ce qu'il faut pour que ces utilisateurs-là puissent travailler voilà, sereinement, puissent continuer à accéder à leurs applications et surtout que tout ça, du point de vue du système d'information, ce soit complètement sécurisé. Donc côté système d'information, on revient un petit peu sur ce qui s'est passé. Évidemment, il a fallu rapidement mettre à disposition des accès remote pour nos utilisateurs, avec une priorisation à la continuité d'activité. Et donc forcément, ça s'est fait au détriment de la sécurité du système d'information. Du coup, il y a eu des ouvertures non maîtrisées de points d'accès. Les règles de firewall ont plus ou moins été bypassées parce qu'il fallait, il fallait rapidement mettre tout ça à disposition. Et un bon nombre de DSI n'étaient pas préparés à ça. Alors, n'étaient pas préparés à ça déjà techniquement, c'est-à-dire qu'on n'avait pas forcément les solutions techniques pour mettre ça en place, mais n'était pas aussi forcément préparé à cela au sens même de l'organisation en elle-même. On a vu que voilà, typiquement côté technique, ce qui s'est bien souvent passé, hein, c'est que même les entreprises qui avaient mis en place en amont des solutions de type VPN se sont retrouvées avec des saturations du nombre de connexions, hein, puisque le VPN qui potentiellement était destiné uniquement à des opérations de télémaintenance ou de vraiment peu d'utilisation à distance, s'est retrouvé à la même plateforme, s'est retrouvé à être utilisé par bon nombre des employés. Donc gros impact côté système d'information. Et réellement une situation inédite. Hein, c'est évidemment bon, de par la grandeur de l'événement, mais la plupart des équipes informatiques n'ont pas eu, n'ont jamais connu ça. Donc c'était une situation inédite, donc forcément non anticipée. Mais le troisième terme qui est important, c'est que finalement, comme on voit comment ça revient, on se dit que finalement ça va durer. Donc l'idée, hein, c'est ça, c'est vraiment de faire l'analyse de tout ce qui s'est passé, d'en tirer les leçons pour maintenant bien se poser et avant que, on ne sait pas ce que ça va devenir, mais si potentiellement ça remonte encore dans l'actualité, voilà que les directions informatiques soient prêtes pour de nouveau augmenter la capacité de télétravail. Voilà, donc du coup, quand on regarde toujours pareil ce qui s'est passé, on a pu voir que, faute de dispositif, finalement, les utilisateurs, donc on leur a dit, ok, allez-y, utilisez le PC de la maison. Et ça, on va voir que ça pose quand même de sacrés soucis en termes de sécurité. Et puis, les utilisateurs étant confinés chez eux, la mise à disposition de ces solutions de télétravail, elle s'est faite à distance. C'est-à-dire que voilà, c'est pas comme si je passe au bureau, on m'informe que je vais faire du télétravail, je suis sensibilisé, je reçois une petite documentation, j'ai les gens du support qui sont là qui vont m'aider. Non, là tout a dû être fait à distance. Et ça, on va voir que ça a un vrai impact parce que parmi les solutions auxquelles il va vraiment falloir réfléchir,
c'est justement cette partie support et assistance aux utilisateurs qui, dans la plupart des cas, a été négligée aussi. Là, quand on est en télétravail, il faut vraiment avoir une assistance, un support, alors pas forcément dédié, mais qui sache répondre à toutes ces questions-là pour les utilisateurs. Quand on fait ce constat-là, on s'est aperçu que globalement, on avait 3 niveaux de maturité dans les entreprises. Donc, on avait les entreprises qui étaient déjà orientées cloud, qui avaient l'habitude d'utiliser des solutions en mode SaaS. Alors, bien évidemment, Microsoft 365 ou d'autres, hein, ça peut être des solutions Google. On a vu que ces entreprises-là qui étaient déjà orientées cloud, finalement, la transition et la mise à disposition du système d'information pour les personnes en remote et en télétravail, ça s'est fait quand même assez facilement, puisque c'était déjà plus ou moins dans les usages. Donc, globalement, assez peu d'impact pour ces entreprises-là. Ensuite, on a vu des entreprises qui n'étaient pas forcément orientées cloud, mais qui avaient déjà des solutions pour de l'utilisation à distance. C'est typiquement avec des VPN, avec des plateformes de type RDS, de type Citrix ou ce genre de choses-là. Donc là, on va dire que la techno était présente, l'expertise de l'équipe informatique était là aussi, les systèmes étaient là, mais le problème, il a été plutôt sur le dimensionnement. C'est-à-dire que les plateformes n'étaient pas forcément faites, comme je disais tout à l'heure, pour du jour au lendemain accueillir autant d'utilisateurs. Mais du point de vue sécurité, voilà, c'est le problème, il a été plutôt sur la disponibilité du service que sur la sécurité des accès ou la sécurité des données. Et puis, on a eu le troisième cas, assez répandu malgré tout, où effectivement, donc, des entreprises complètement fermées au travail à distance. Et là, pour ces entreprises-là, ça a vraiment été très, très compliqué à gérer. Parce que pas dans les mentalités, les équipes informatiques pas forcément formées sur le sujet, pas les outils, hein, donc pas les solutions techniques pour répondre à ce besoin-là. Et donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que du jour au lendemain, il a fallu ouvrir des accès. Et donc forcément, pas de sécurité qui va avec. Donc, ces ouvertures-là et cette extension du télétravail, quel impact sur la sécurité du système d'information? J'ai mis cette petite image du risque là. Pour ceux qui connaissent ce jeu-là et qui ont déjà joué, en gros, je conquis des territoires. Mais le problème, c'est que plus mon territoire s'étend, plus il est difficile de le défendre. Et là, il se passe exactement la même chose avec le télétravail. Tant que mes utilisateurs, ils sont sur mon réseau local ou connectés à mon système d'information, à la limite, c'est sur un périmètre que je maîtrise, dont j'ai l'habitude, à partir du moment où ils sont en télétravail, la zone à couvrir, elle est beaucoup plus large, puisque du coup, il va falloir que je rajoute déjà, ne serait-ce que les réseaux qui sont utilisés par ces utilisateurs-là. Donc, on va en reparler tout à l'heure, mais ouais, typiquement la connexion Internet de la maison, qui est il y a de très grandes chances qu'elle soit loin d'être bien sécurisée. Potentiellement, donc du coup, les devices, ça va être le PC ou l'iPad de la maison ou le téléphone portable. Enfin bref, je vais étendre du coup la portée de mon système d'information. Donc, je vais étendre mon territoire géographique. Et voilà, comme je dis, quand on joue au risque, on sait que plus j'étends mon domaine, plus ça devient compliqué de défendre les frontières et rapidement, potentiellement, je vais avoir un adversaire qui va réussir à rentrer parce qu'il va détecter des points faibles sur mes différentes frontières. Donc cette analogie avec le risque là, si vous pouvez la garder à l'esprit, j'aime bien, ça montre bien effectivement l'impact réel du télétravail sur le système d'information. Donc, du coup, on va se retrouver avec des dispositifs sous-dimensionnés, des absences de contrôle et potentiellement donc l'utilisation d'espaces de stockage non maîtrisés et de devices non maîtrisés aussi. Donc, du coup, les conséquences sur la sécurité, forcément, ça veut dire accroissement des risques de sécurité, hein, puisque j'étends finalement la portée de mon système d'information. Nos amis les pirates et les cybercriminels, eux, par contre, ils ont réagi très très vite. C'est-à-dire que tout de suite, ils ont vu là une super belle opportunité et ils ont ciblé. Du coup, finalement, ils ont changé leur. C'était des techniques qu'ils utilisaient déjà, mais là, ils ont vraiment mis le focus sur OK, maintenant, on va cibler le télétravail et on va cibler les gens qui sont en remote. Et on va voir en définitive toutes les brèches que ça a pu créer. Ça a pu créer des brèches autant en termes techniques, donc comme on parlait tout à l'heure, donc du réseau, en termes du matériel, mais aussi ça a créé des brèches en termes de comportement.
Pourquoi? Parce que du coup, l'utilisateur ou l'utilisatrice se retrouvant au domicile, mais du coup, va pas forcément faire attention à des mails qui vont être reçus, voire des appels. Quand je reçois un mail ou un appel suspicieux que je suis dans l'entreprise, bah, éventuellement, je m'adresse à mon collègue ou à ma collègue qui est à côté, je lui dis tiens, tu as reçu ça? Ouais. Ou éventuellement, je vais croiser quelque part les gens du service informatique, je vais pouvoir leur en parler. Non, là, en télétravail, par définition, on est tout seul. D'accord? Et donc, finalement, ben, ces cybercriminels-là, ils vont profiter de ça pour aller collecter des informations et on va voir qu'il y a des nouvelles menaces, enfin, des anciennes menaces et des anciennes arnaques qui étaient plus trop d'actualité, qui sont revenues au goût du jour, justement pour appuyer sur ce point faible-là de la personne qui est isolée. Donc, toujours pareil, donc les risques voilà, par rapport à ça, c'est l'utilisation de matériel non sécurisé, l'utilisation de réseaux non sécurisés. Donc, effectivement, hein, là, bah, typiquement, là, en ce moment, voilà, moi, je suis en remote, je suis connecté avec la box, avec ma box. Ben, ça, potentiellement, ça peut être une faille. Quand on voit comment c'est assez facile finalement d'aller se connecter à la box du voisin, il y a deux trois règles qui sont quand même très très basiques et qu'il faut appliquer et ça va faire partie des règles. Tout à l'heure je vous disais donc les, les bons usages auxquels il va falloir sensibiliser nos utilisateurs. Et du coup on va se retrouver aussi avec une modification des flux des données. Même chose, quand je travaille dans l'entreprise, quand je suis donc sur mon réseau local, habituellement, les données, elles vont circuler, mais elles vont rester dans ce périmètre-là. Or là, à partir du moment où je suis en télétravail, potentiellement, les données, ben, elles vont sortir du périmètre de mon système d'information pour arriver jusque sur les matériels utilisés au domicile. Et là, forcément, ces flux de données-là étant modifiés, il va falloir garantir que finalement, les données qui transitent de cette manière-là, elles soient autorisées, à transiter, et éventuellement, si elles transitent, qu'elles soient bien sécurisées. Et potentiellement, il va falloir mettre en place aussi des règles, alors soit des règles d'usage, soit des dispositifs techniques qui vont bloquer justement cette transition de données. J'explique un cas très très simple. Si vous êtes familiarisé avec les usages autour de Office 365, vous savez qu'il est possible de synchroniser localement les données qui viennent de OneDrive, de SharePoint ou de Teams. Voilà. Le fait d'utiliser du matériel personnel, ça peut poser un problème du point de vue de sécurité parce qu'à ce moment-là, si vous n'avez pas bloqué cette fonctionnalité-là, l'utilisateur ou l'utilisatrice va synchroniser ses données d'entreprise sur le matériel de la maison, qui par définition, en principe, est beaucoup moins sécurisé que le matériel de l'entreprise. Donc, il faut bien être vigilant sur cette partie-là. Donc, en gros, on se retrouve avec trois périmètres par rapport au risque du matériel non sécurisé et donc non conforme avec le standard de l'entreprise, l'utilisation de réseaux non sécurisés aussi, et du coup, des flux de données, donc des données qui vont transiter et qui vont suivre des chemins qui ne sont pas des chemins habituels. Et donc, du coup, forcément, côté équipe informatique, ben, ces chemins-là, peut-être pas forcément surveillés. Donc tout à l'heure, je parlais des menaces et des techniques utilisées par les cybercriminels. Donc on retrouve des techniques traditionnelles qui sont de l'hameçonnage et du rançongiciel. Ça va être encore plus vrai. Comme je disais, donc les cybercriminels ont vraiment mis l'accent sur le télétravail. Et il y a un constat qui est tout simple, c'est que du moment que je suis en télétravail, ben, potentiellement, à un moment donné, je vais utiliser ma messagerie perso. Alors, soit je suis obligé d'utiliser ma messagerie personnelle parce que l'entreprise n'a pas eu le temps ou les moyens de me mettre à disposition, l'accès à la messagerie d'entreprise. Et donc, du coup, le seul moyen que j'ai à ma disposition pour communiquer, c'est d'utiliser la messagerie personnelle. Et là, forcément, la messagerie personnelle, beaucoup moins sécurisée qu'une messagerie d'entreprise, avec des mails qui arrivent, qui sont des voilà, on les a tous, des mails de fausses pubs ou des mails comme quoi ça y est, on a gagné un iPad, on a gagné un iPhone, ainsi de suite. Voilà. Donc il y en a beaucoup plus qui arrivent là-dedans que sur des messageries personnelles. Donc ça, forcément, c'est la partie hameçonnage et rançongiciel qui après derrière, peuvent conduire à du vol de données. Et puis finalement, on va se retrouver aussi
avec des escroqueries. Voilà, donc là on cite l'arnaque au président ou les faux ordres de virement. Alors c'est pas forcément lié à la sécurité du système d'information, mais c'est simplement que, en gros, globalement, je répète le cas, hein, et puis la notion, c'est que l'utilisateur ou l'utilisatrice se retrouve seul à son domicile et donc n'a pas, voilà, peut être une cible privilégiée parce qu'elle va recevoir par exemple un appel ou voir un mail de quelqu'un se faisant passer pour quelqu'un d'entreprise. Vu que je suis pas dans les locaux, ça peut être compliqué de savoir si c'est vraiment quelqu'un de l'entreprise ou pas. Alors quand on est dans une petite entreprise, on arrive plus ou moins à reconnaître la voix, mais dans les grandes entreprises, ça peut vraiment être compliqué. Et là, du coup, je peux avoir quelqu'un qui va se faire passer pour quelqu'un de l'entreprise et qui va me demander des informations et ensuite utiliser ces informations-là pour pour des attaques des escroqueries de type financière. On a eu le cas, par exemple, de quelqu'un qui s'est fait passer pour une personne de l'entreprise et qui a récupéré les coordonnées des contacts des clients de l'entreprise et ensuite, en utilisant ces coordonnées-là, a contacté les clients en se faisant passer pour quelqu'un du service comptabilité et en leur envoyant un RIB en disant bon, voilà, on a changé nos références bancaires, maintenant merci d'envoyer vos règlements de facture sur ce nouveau RIB. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les escroqueries, voilà, la fraude aux faux ordres de virement ou les arnaques au président. Et ça départ le démarrage de ça, c'est quoi? C'est que finalement, ces personnes-là ont été atteintes, et comme je vous dis, soit tout simplement par téléphone, ou soit par un mail dont on n'a pas pu prouver la source. Donc, une fois qu'on a fait tous ces constats-là, l'idée, comme je disais, finalement, c'est il va falloir vraiment s'occuper de nos utilisateurs. C'est-à-dire que, OK, j'ouvre les accès, j'ouvre les applications, j'ouvre les données. Je le fais plus ou moins, comme on l'a dit tout à l'heure, de manière maîtrisée. Des fois, c'est même plutôt moins que plus. Mais une des premières choses à faire, c'est vraiment de s'occuper de nos utilisateurs. Vous savez, quand on parle de sécurité, le maillon faible, ça reste l'utilisateur. Et donc l'idée, c'est voilà, comme on apprend ces fameux gestes barrières aujourd'hui avec le masque, le gel hydroalcoolique, le check avec le coude et je fais pas de câlin, on va se retrouver finalement comme ça avec une liste de gestes aussi à prendre en compte, à, 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 à présenter à nos utilisateurs et vraiment les sensibiliser sur le sujet. Donc, pour sensibiliser les utilisateurs, donc là, on va voir, il y en a une dizaine. Cette liste-là, elle est inspirée d'une liste qui est disponible sur le site de cybermalveillance.gouv.fr. Si vous ne connaissez pas ce site-là, je vous encourage vivement d'aller voir ce qu'ils font. Voilà, ça donne tout un tas de conseils et de bonnes pratiques pour la sécurité des données, des accès et tout ce qui est les bonnes pratiques à inculquer auprès de nos utilisateurs. Donc, l'idée là de cette session-là, c'est voilà, je vous propose une dizaine de règles. Il y en a certainement plus, mais déjà ça fait un bon package de base qu'ensuite vous allez pouvoir utiliser. Alors soit si vous êtes dans une société de services comme nous, pour présenter ça à vos clients, soit vous êtes dans un service informatique pour présenter ça à vos utilisateurs, et puis si vous êtes aussi utilisateur ou utilisatrice, évidemment, regardez si ce sont des règles que vous appliquez déjà aujourd'hui. Donc, ces bons gestes-là. 2, il faut vraiment travailler sur les programmes de sensibilisation. Ça, moi, quand je fais mes audits de sécurité ou quand j'interviens pour faire des workshops autour de la cybersécurité, c'est une des premières questions que je pose. C'est est-ce que vous avez des programmes de sensibilisation à la sécurité dans l'entreprise? Et alors, franchement, je crois que c'est moins d'une fois sur 5 où on me répond oui. La plupart du temps, c'est oui, bon, on envoie un mail de rappel en fonction de l'actualité. C'est vrai que voilà, on a vu il y a 6 mois un établissement qui s'est fait hacker. Alors donc du moment qu'on voit ça, on envoie un mail. Mais donc c'est pas quelque chose qui suit. Là, il faut vraiment que ça rentre dans le récurrent. Les impacts financiers pour une entreprise sont de plus en plus conséquents lorsque les attaques réussissent. Et ensuite, ça, je vous le disais tout à l'heure, mais c'est un point qui est vraiment super important. Il faut absolument que le service desk
puisse répondre à toutes les sollicitations des utilisateurs qui sont en télétravail ou en ce que j'appelle un X-Office, c'est-à-dire que ça peut être voilà, en home office, en voiture office, en McDo office, ça arrive, ils ont un très bon Wi-Fi, ou en hôtel office, enfin bref. Voilà, donc il faut vraiment qu'il y ait un support qui soit adapté et qui sache vraiment répondre à toutes ces questions-là et guider les utilisateurs. Donc si on regarde un petit peu ces bonnes pratiques, on va dire, la règle numéro 1, ça va être de séparer les usages. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de demander à vos utilisateurs, alors s'ils ont la possibilité d'utiliser du matériel différent, et donc d'en dédier un à l'usage professionnel et ne faire que du professionnel avec ça. Et tout ce qui est personnel, le faire sur un autre matériel. Si ce n'est pas possible, donc ça veut dire que potentiellement l'entreprise a été capable de fournir du matériel professionnel à ses utilisateurs. Si ce n'est pas le cas et que du coup c'est le matériel personnel qui est utilisé, la plupart des accès vont être faits par le web. À ce moment-là, ce que l'on va préconiser à l'utilisateur, c'est de déployer plusieurs navigateurs et du coup de spécifier les navigateurs par usage. Donc aujourd'hui, globalement, allez, on va dire que sur un PC, on va se retrouver avec 3 navigateurs, on va se retrouver avec Edge, donc la version Chromium, on va se retrouver avec Chrome et on va se retrouver avec Firefox. Bon, mais ce qu'on va demander à l'utilisateur, c'est d'en dédier un à l'usage professionnel et de ne faire que ça. Et tout ce qui va être Facebook, réseaux sociaux et autres, le faire sur un deuxième navigateur. Et éventuellement, tout ce qui est après navigation sur Internet pour des choses diverses et variées, le faire sur un troisième navigateur. Là, l'avantage, c'est que, en principe, les navigateurs sont assez étanches entre eux. D'accord? Donc ça, c'est vraiment la première règle de base sur laquelle on va insister auprès des utilisateurs, c'est on sépare vraiment les usages. Deuxième règle de base, évidemment, si j'utilise du matériel personnel pour accéder au système d'information dans l'entreprise, il va falloir que je m'assure que ce système-là, il est sécurisé au maximum. Et une des premières choses, c'est s'assurer que les mises à jour sont faites. Donc là, tout simplement, vous demandez à votre utilisateur, est-ce que vous avez fait les mises à jour? Et c'est là que du coup, le service support va avoir toute son importance. Et vous allez voir que dans les différentes préconisations, il y a des choses un peu techniques. C'est là que du coup, l'utilisateur va dire, ouais, mais je sais pas moi comment on fait les mises à jour. Et là, le support va aider l'utilisateur à faire les mises à jour en question. D'accord? Donc, règle numéro 2, s'assurer que les mises à jour sont bien appliquées. Les mises à jour, qu'elles soient au niveau du système d'exploitation, mais aussi au niveau des applications qui sont utilisées de manière courante. Évidemment, lié avec les mises à jour et le fait d'avoir un système qui est sécurisé, forcément un antivirus. C'est si l'utilisateur ou l'utilisatrice n'a pas d'antivirus, il faut absolument en déployer un. Alors, il y en a quelques-uns qui sont gratuits, donc qui fonctionnent. Donc, c'est à minima, il faut faire ça. Voilà. Et s'il y en a un qui est, voilà, après, si c'est un antivirus du marché, voilà, il faut s'assurer que, l'antivirus soit à jour. Et on va demander à l'utilisateur aussi d'effectuer des scans réguliers sur son système. Règle numéro 4, utilisation de la messagerie. Alors ça, c'est pas forcément lié au télétravail, mais dans le cas du télétravail, ça va l'être encore plus. Et évidemment, sauf si j'y suis obligé, parce que comme je disais tout à l'heure, l'entreprise n'a pas pu mettre à disposition les moyens pour accéder à distance à la messagerie d'entreprise, je n'utilise pas la messagerie personnelle pour des besoins professionnels. D'accord? Ça, c'est absolument à bannir. Tout simplement pourquoi? Parce que là, ça devient vraiment une porte ouverte complète sur le système d'information. Par définition, les messageries personnelles étant voilà, pas vraiment sécurisées et on peut recevoir tout un tas de choses. Et à partir de là, je peux accéder à mon carnet d'adresses. Si jamais j'ai enregistré dans mon carnet d'adresses les contacts de l'entreprise, voilà, potentiellement ça peut être récupéré. Après, voilà, votre messagerie, une fois qu'elle est compromise, on peut faire tout un tas de choses et pas mal de dégâts au niveau du système d'information. Et évidemment, comme je disais tout à l'heure, ça c'est une règle de base aussi, je n'ouvre pas de mail ni de pièces jointes dont je ne connais pas l'expéditeur. Et surtout, le troisième point, c'est on va se méfier de tous les liens qui sont présents dans les mails.
Parce que ça, comme je disais, du coup, l'utilisateur, il va se retrouver assez isolé et ça va être finalement, malgré tout, assez facile de se faire passer pour quelqu'un de l'entreprise. Voilà, ne serait-ce que c'est voilà, parce que c'est le support ou parce que c'est la direction. Et voilà, et donc du coup, ça va être assez facile d'envoyer des faux mails avec des liens et finalement derrière, ben, je vais pouvoir faire du phishing. Pendant cette période-là, donc depuis le mois de mars, on a été mandaté par plusieurs de nos clients pour déclencher des campagnes de phishing en interne. Donc évidemment c'est du faux phishing, hein, mais c'est été mandaté par la direction pour regarder un petit peu comment se comportaient les utilisateurs. Il y en a pas mal qui ont cliqué sur le lien. Et parmi ceux qui ont cliqué sur le lien, il y en a encore aussi pas mal qui ont finalement fourni leur login password. Donc ça, mais parce que on avait mis un prétexte, ben, le télétravail, ainsi de suite. Enfin, on avait fait ça comme il fallait, hein, pour cibler ces utilisateurs-là. Et derrière, les stats, elles ont été quand même assez significatives et ça montrait que, ben, du coup, les jets de barrière dont je suis en train de parler là, c'est un vrai besoin de communication et d'accompagnement auprès de nos utilisateurs. Règle numéro 5, donc sécuriser sa connexion Wi-Fi. Donc ça, alors en principe, normalement, les bornes que l'on a à la maison utilisent du WPA2, donc c'est le minimum. Mais on se rend compte aussi que bien souvent, le mot de passe, qui au départ est très complexe, bah, il a été changé, hein, parce que c'est quand même plus facile de le partager avec ses amis quand ils viennent à la maison ou avec les amis des enfants. Hein. Donc, du coup, le mot de passe complexe avec une chaîne de 12 ou 15 caractères, ben, c'est devenu password, hein, ou mon mot de passe. Donc ça, il faut s'assurer du coup de la complexité du mot de passe. Et si possible, alors ça, c'est voilà, on va dire dans l'idéal, si possible, masquer le SSID de la box de manière à ce qu'elle n'apparaisse pas lorsque je fais une recherche de réseau Wi-Fi. Voilà. Donc ça, on va dire, c'est une règle de sécurité où là, bah, typiquement, masquer le SSID de la box, techniquement, c'est pas forcément évident à faire. Donc le support aura évidemment son rôle à jouer. Mais déjà, si je fais ça, comme là, je commence voilà, à mettre en place, et on va dire, les 3 niveaux de sécurité requis pour mon accès local. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que même si la connexion au réseau du système d'information se fait par un VPN, le principe du VPN, c'est un tunnel. D'accord? Donc ça veut dire que bah, tout ce qui transite dans le tunnel, je ne peux pas le voir si je regarde par-dessus le tunnel. Le problème, c'est que si j'ai réussi à arriver à un des bouts du tunnel, ben après, du coup, je peux prendre le tunnel de manière très très sereine. D'accord? Or, dans ce cas-là, un des bouts du tunnel, c'est le matériel qui est connecté à la maison. Donc voilà, donc le risque, il est là. Autre bonne pratique, renforcer ses mots de passe. D'accord? Donc ça, oui, bah, c'est pareil. Moi, quand je fais les workshops sur la sécurité, j'ai eu le cas, hein, clairement, où on m'a dit ah non, non, la direction refuse d'avoir des mots de passe complexes parce que c'est trop contraignant pour les utilisateurs. D'accord. Donc ça veut dire que le soir, quand vous partez, vous laissez les portes ouvertes. Parce que forcément, c'est trop contraignant pour un utilisateur le lendemain matin de devoir mettre la clé dans la serrure pour ouvrir la porte de l'entreprise. Ah non, on verrouille tout, on met des alarmes. Oui, d'accord. Donc, du coup, soyez cohérents, hein, s'il vous plaît, mettez des mots de passe renforcés. Donc, on va utiliser des mots de passe renforcés. Alors, un bon moyen pour créer des mots de passe renforcés et qui soient finalement faciles à retenir, hein, parce que le problème il faut éviter qu'on le retrouve sur un mot de passe, sur un post-it collé sous le clavier. Ben, finalement, c'est d'utiliser une phrase. D'accord? Donc, si vous savez pas comment faire ça ou si vous voulez donner quelques conseils à vos clients ou à vos utilisateurs, vous avez le petit site de la CNIL, là, je vous ai mis le lien qui vous dit, voilà, qui vous aide sur comment générer un mot de passe compliqué. Et l'idée, c'est de prendre une phrase et ensuite, ben, je prends à chaque fois les premières lettres de cette phrase-là pour en faire mon mot de passe. Donc, le petit exemple, hein, c'est une phrase qu'on connaît tous, hein, le carré d'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Bah, si à chaque fois je prends les premières lettres, vous voyez le mot de passe que ça me fait en dessous, c'est un mot de passe qui est super complexe, qui est incraquable, parce qu'il y a très peu de chances que le hash de ce mot de passe-là ait déjà été calculé et disponible quelque part dans une base de données. Donc voilà, ça c'est un bon moyen de faire un mot de passe complexe. Et après, on va revenir dessus, mais si possible, demander, alors mettre à disposition de l'utilisateur la partie double authentification. Allez, encore une petite règle dans le numéro 7. Évidemment, on n'installe que des applications validées, d'accord? Dans les deux cas, hein, soit j'utilise en télétravail du matériel professionnel et je n'installe pas autre chose que
ce qui est disponible dans le store ou dans le site de l'entreprise. Alors, ça, déjà, on arrive à le limiter parce que potentiellement, vos utilisateurs, ils ne sont pas administrateurs locaux de leur machine. Ceci dit, quand on est en télétravail, bien souvent, on se dit il faut quand même qu'ils soient administrateurs locaux de la machine parce qu'on risque d'en avoir besoin en cas de problème. Voilà. Et donc, du coup, il faut bien les sensibiliser là-dessus. Et comme je disais tout à l'heure, hein, du fait de séparer les usages entre le professionnel et le personnel, ça va permettre du coup de se dire bon ben ok, j'utilise du matériel pour les usages de l'entreprise, donc je ne vais pas vers des sites internet qui ne sont pas connus. Autre chose aussi, être super vigilant sur les outils de prise de main à distance, parce que là, bon, il y en a certains qui sont quand même assez bourrés de failles de sécurité. On va demander à l'utilisateur de protéger les données. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le fait d'être en télétravail, d'être en home office, forcément, il y a des nouveaux flux de données qui vont être générés avec des données qui vont transiter, qui vont sortir du périmètre du système d'information local pour potentiellement venir atterrir sur les matériels qui sont utilisés à la maison. Ces données-là, tant que je suis en principe dans l'entreprise, potentiellement elles sont sauvegardées. Mais là, si je suis à distance, qui plus est, voilà, je travaille, je suis au service RH, je travaille sur le CRH. Quand je suis à mon bureau, je travaille directement sur l'application. Mais là, comme je suis à distance pour pouvoir travailler plus facilement, je vais faire des exports typiquement sur des fichiers Excel et je vais me retrouver avec ces fichiers Excel-là qui sont stockés, eux, localement. Donc, du coup, ces données-là, il va falloir forcément garantir leur disponibilité. Donc, voilà, les sauvegarder. Donc, on va demander aux utilisateurs de réaliser régulièrement les sauvegardes des données professionnelles qui ont été stockées localement, de les mettre sur un support externe et bien évidemment de déconnecter le support externe une fois que les sauvegardes ont été faites. Parce que je rappelle le principe de tout ce qui est crypto et compagnie, ça va cibler tous les espaces tous les volumes qui sont présents à l'instant T dans mon explorateur. Donc, évidemment, si j'ai pensé à déconnecter le device, lui, il va être safe. Une petite règle, mais qui pourrait sembler anecdotique comme ça, c'est effectivement, je ne fais pas en télétravail ce que je fais pas au bureau. C'est pas parce que je suis voilà, que je suis en télétravail que d'un seul coup je bascule entre un Jekyll et un Hyde ou inversement. Non, je suis en télétravail que je fais ce que je fais si j'étais au bureau. Je fais pas autre chose. Voilà. Ça c'est la première règle de base. Donc j'attends d'être en pause pour aller faire autre chose avec le matériel que j'utilise. Et puis autre règle de base aussi, c'est je laisse pas ma session ouverte, même si je suis à la maison. Pourquoi? Parce que si je laisse ma session ouverte sur le PC et que le PC il est dans le salon, par inadvertance, on a n'importe qui peut passer, voilà, toucher le clavier, faire des choses, et ça peut avoir des conséquences derrière parce que vous êtes en prise directe avec le système d'information de l'entreprise. Et la dernière petite règle par rapport à ça, c'est, je reviens ici, voilà, c'est respecter absolument les règles de sécurité. Donc, respecter les règles de sécurité. Alors, évidemment, on va voir que dans la troisième phase, la première chose que l'on va demander à l'équipe informatique, c'est d'écrire des règles de sécurité. Voilà. Ensuite, ces règles de sécurité-là, on va les écrire. Potentiellement même, on va rédiger une charte et on va la communiquer aux utilisateurs. Et là, vos utilisateurs, vos utilisatrices, il faut qu'ils s'engagent à respecter ces règles-là et surtout ne pas les contourner. Tout dispositif de sécurité est contraignant. Et si ça marche pas, voilà, les gens vont avoir tendance à essayer de contourner le système. Non, ça marche pas. Donc, je ne fais pas autre chose, j'essaie pas de contourner. Ça marche pas. Je contacte mon support, je dis voilà, ça ne fonctionne pas. Voilà. Mais il faut absolument bien sensibiliser les utilisateurs à ça. Donc, on va voir. Donc, il faut écrire effectivement ces règles de sécurité. Et deux, donc, voilà, les communiquer à les utilisateurs, bien sensibiliser les utilisateurs sur le fait qu'ils ne doivent pas contourner ces règles-là. Et qu'en cas de problème, demander assistance au service informatique. Donc, première partie, on a fait un petit constat de la situation, mais ça, bon, finalement, on la connaît tous et toutes depuis maintenant plusieurs mois. On a vu, voilà, un petit peu ces 10 règles-là qui seraient voilà, les gestes barrières pour la partie informatique, on va dire, ou accès au système d'information. Et ça, comme je disais, moi, l'idée ici, c'est de vous fournir une base qui va permettre de communiquer
alors soit avec vos clients, soit avec vos utilisateurs, soit même pour vous en tant qu'utilisateur ou utilisatrice, de pouvoir voilà, penser à ça. Ça, c'est vraiment les bons gestes et les bonnes pratiques. Je vais juste jeter un œil. Donc, est-ce que vous avez déjà, par rapport aux gens qui sont là, est-ce que vous avez déjà des remarques, des suggestions, voilà, des retours par rapport à ça? Donc, soit dans le chat, soit si, vous pouvez aussi ouvrir au micro si vous avez des points particuliers. Oui. J'aurais une question par rapport aux outils de prise en main à distance. Oui. Donc, souvent, il faut intervenir lors du télétravail. Bien sûr. Du coup, vous préconisez quels outils? Est-ce que si on passe par Teams, par exemple, on n'a pas les accès administrateurs, on ne peut pas saisir les infos? Alors, le fait d'utiliser Teams, normalement, c'est un outil de l'entreprise et donc qui est régi par les règles de sécurité de l'entreprise. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où l'utilisateur va vous donner l'accès à son poste, effectivement, vous allez le faire, mais ça veut dire qu'on est déjà en communication, que la communication a déjà été initiée. D'accord? Donc, ce qu'il faut éviter, c'est que voilà, il faut s'assurer de la sécurisation de ces accès-là. Donc, il y a des outils qui sont connus, qui fonctionnent très bien, mais voilà, il faut s'assurer que autant la demande de connexion à distance, elle a bien été initiée, et donc bien souvent c'est l'utilisateur qui demande et qui valide la connexion, cette connexion à distance là. Voilà. Mais bon, Teams, forcément, ça peut être une solution, puisque ça me permet du coup de prendre le contrôle. Après, il faut faire attention aussi à d'autres choses. C'est que, alors quand je suis en Teams, normalement, voilà, j'accède dans le contexte de l'utilisateur. J'y accède pas avec des privilèges élevés. Donc, ça me permet de voir ce qui se passe sur la machine dans le contexte de l'utilisateur. Mais non, ce que je voulais juste vous dire, c'est que voilà, on sait, enfin, il y a des outils qui n'ont pas forcément des bonnes réputations par rapport à ça, et qui sont du coup comme je disais tout à l'heure, à partir du moment où j'ai des utilisateurs qui sont en home office, ces utilisateurs sont ciblés là par les équipes de cybercriminels. Et une des choses, alors on a vu tout à l'heure, forcément ils vont utiliser le mail, ils vont utiliser potentiellement le téléphone, mais ils vont aussi rechercher s'il n'y a pas des ports ouverts par des mécanismes de prise de main à distance. Donc ça, du coup, ces mécanismes de prise de main à distance, il faut absolument qu'ils aient été proposés par le service informatique. Donc, ça veut dire qu'ils aient reçu la validation du service informatique, d'accord? C'est pas à l'utilisateur de dire, ah ouais, mais moi, voilà, avec mon oncle, avec ma tante, j'utilise celui-là, ça marche très bien. Non, non, c'est le service informatique qui va proposer l'outil, qui va le qualifier et du coup, qui va être normalement capable de mettre en place la sécurité qui va avec. Vous avez l'outil de prise de main à distance qui est dans Windows 10 qui fonctionne très très bien aussi. Merci. Ouais. D'autres sujets, d'autres remarques? Ok. Donc, maintenant, comment ça se passe côté DSI? Donc, côté DSI, voilà, la première chose que l'on va faire, tout à l'heure, je disais, il faut sensibiliser les utilisateurs, mais là, et c'est clair aussi, il faut sensibiliser l'équipe informatique. Et une des premières choses à faire, c'est d'écrire les règles de sécurité. Alors, écrire des règles de sécurité, alors, évidemment, idéalement, c'est une PSSI ou une PGSSI. Ceci dit, on n'est pas obligé d'aller jusque-là, hein, parce que forcément, si je pars sur une rédaction de X documents parce que je suis la norme 27 quelque chose pour être conforme, ça peut être très long et très laborieux. Non, là, c'est simplement, voilà, j'écris mes règles de sécurité de base. Et ces règles-là, le plus simplement du monde, je vais les mettre dans un fichier Excel. Et globalement, c'est j'écris la règle, j'écris ensuite quel dispositif je vais mettre en place pour m'assurer de la conformité par rapport à cette règle-là, quel type de contrôle je vais faire, à quelle fréquence, et éventuellement qui est habilité à faire ces contrôles-là. Mais ça, c'est la première chose à faire. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que bien souvent, malheureusement, on a des organisations qui déploient des solutions de sécurité, mais sans avoir écrit les règles préalables. Et donc, du coup, OK, c'est bon, allez, j'ai mis un firewall, j'ai mis un reverse proxy, j'ai mis tout ce genre de choses-là. Je fais de l'accès conditionnel, mais pour qui, pour quand, pourquoi? Non, on ne sait pas. Donc, la première chose à faire, c'est d'écrire des règles de sécurité.
Et du coup, c'est de bénéficier de cette ouverture-là sur le télétravail, si elles n'ont pas encore été écrites, ben, de le faire. De le faire parce que, ça va me permettre de partager ces règles de sécurité avec toute l'équipe informatique. Comme je vous disais tout à l'heure, d'être sûr d'avoir mis en place les bons dispositifs par rapport aux règles que j'ai écrites. Et puis, ça va me permettre aussi de les communiquer à mes utilisateurs. D'accord? Donc ça, première chose à faire, je mets en place ces règles de sécurité. Deuxième chose à faire, accroître les contrôles. Et j'ai rajouté entre parenthèses, ou plus simplement commencer à les faire. Là, c'est la même chose, hein, quand on fait nos workshops sur la sécurité. Ben, finalement, on se rend compte que il n'y a pas forcément d'audit et de contrôle réguliers qui sont faits sur les identités, sur les accès, les authentifications et éventuellement les privilèges. Là, encore plus, lorsqu'on est avec des utilisateurs en situation de télétravail, il faut absolument contrôler tout ça. Donc, contrôler tout ça, ça veut dire quoi? C'est s'assurer, voilà, par exemple, que j'ai pas des niveaux de risque qui sont en train de s'élever pour certains utilisateurs. Les utilisateurs à fort privilège, il va falloir que je renforce encore plus le contrôle et la traçabilité des opérations réalisées. Par exemple, je vais me poser des questions, savoir si j'ai eu des réinitialisations de mots de passe le mois dernier. Et qui a réalisé ces réinitialisations de mots de passe. D'accord? Donc ça, c'est des questions toutes simples et que je peux poser finalement assez facilement à mon système d'information, hein, donc par une requête, par un script PowerShell ou éventuellement par des outils qui font ça, qui vont faire ça tout seul. Mais là, il va absolument falloir que je renforce toute cette partie audit, contrôle et traçabilité. Et puis, une fois que j'écris mes règles de sécurité, que j'ai mis en place, que j'ai bien défini les contrôles qui sont liés à ces règles de sécurité-là, je vais mettre en place les solutions qui vont avec. Et là, on va voir que finalement, ça va être le but juste après, effectivement, de voir, typiquement avec les solutions Microsoft, j'ai quand même pas mal de choses à ma disposition pour augmenter mon niveau de sécurité et du coup diminuer les risques. Même chose, donc parmi les bonnes pratiques, on va limiter les accès externes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, OK, on a vu tout à l'heure que dans l'urgence, il a fallu ouvrir les accès au système d'information. Et le plus simple, finalement, qui a été utilisé, c'est, comme j'avais mis la petite image tout à l'heure, c'est que c'est devenu open bar. Non, là, il faut juste s'assurer que, OK, j'ouvre des accès externes, mais c'est limité aux seules personnes et aux seuls services. Alors, service au sens service du système d'information, hein, services et données qui sont indispensables. C'est dans la plupart des cas, il n'est absolument pas nécessaire d'exposer l'intégralité du système d'information. Donc, bien s'assurer que, OK, j'ai ouvert des portes, mais par contre, je suis capable de dire que voilà, cette ouverture-là, elle est sur ce périmètre-là, et surtout, après, derrière, c'est cloisonné. Dernier point, il est aussi super important, mais à la limite, tous les points sont importants là-dedans. Il va falloir profiler les utilisateurs distants. C'est-à-dire que à partir du moment où j'ouvre ces accès-là, que j'ai des utilisateurs qui sont placés en situation de télétravail, il faut que j'assure un profilage de chaque type d'utilisateur. Est-ce que dans ces utilisateurs en télétravail, j'ai des utilisateurs qui ont des comptes à fort privilège? Est-ce que j'ai des utilisateurs qui manipulent des données sensibles? Est-ce que j'ai des utilisateurs qui ont besoin de se connecter 24/24? Est-ce que par contre j'ai des utilisateurs qui ne peuvent se connecter que pendant les horaires de travail et la semaine? Voilà. Donc tout ça là, il va falloir réaliser ce profilage d'utilisateurs. Pourquoi? Parce que derrière, potentiellement, ça va nous permettre de définir quel type de protection et du coup quel type de service de fonctionnalité et au bout du bout quel type de licence il va falloir acquérir. Évidemment, dans l'idée, ça serait de couvrir tout le monde avec le maximum de licences et le maximum de fonctionnalités. Ceci dit, à un moment donné, ça risque de coûter un peu cher. Donc, de manière à pour être sûr de mettre à disposition les bons systèmes et les bonnes procédures de sécurité aux bons utilisateurs, il est absolument nécessaire de faire cette partie, ce qu'on appelle ce profilage-là. Parmi les opérations que l'on va mettre en place, une des premières choses à faire, c'est renforcer l'authentification. Aujourd'hui, vraiment le maillon faible de la sécurité, alors tout à l'heure j'ai dit c'était l'utilisateur, mais si on regarde vraiment tout simplement du point de vue technique, le maillon faible de tout système d'information, c'est la partie annuaire.
et je vais même aller plus loin, c'est la partie Active Directory sur les systèmes locaux. Il faut savoir que donc AD s'est déployé depuis maintenant des années, et chez pas mal de clients, on rencontre le fait qu'en définitive, l'AD qui est là en place aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été déployé dans les années 2000 et qui a subi X mises à jour depuis pour arriver jusqu'à la version d'aujourd'hui. Donc inutile de vous dire que ça traîne beaucoup de choses depuis 10 ou 15 ans et que c'est pas forcément au standard de la sécurité. Et puis monter un AD, c'est tellement simple que finalement, les personnes qui ont en charge de monter, d'installer ces serveurs-là, finalement, font next, et puis allez, quoi. C'est assez rare que l'on trouve de la protection renforcée, ce qu'on appelle du hardening, au niveau ne serait-ce que de l'operating system des contrôleurs de domaine, mais même du hardening au niveau de l'Active Directory. Donc ça, aujourd'hui, c'est le point faible. Et comme du coup, c'est un point faible qui est très connu, c'est la cible privilégiée du coup des cyberattaques. Donc, évidemment, je peux renforcer et sécuriser tout cet environnement-là, mais l'idée aussi, c'est de venir renforcer, sécuriser mes identités et forcément l'authentification. On verra tout à l'heure dans ce qu'on appelle la kill chain, un des bons moyens donc d'aller au bout du bout, donc soit de récupérer, de collecter des données, soit de compromettre le système d'information, c'est de récupérer l'identité d'un utilisateur. Et une fois que cette identité a été récupérée, malheureusement, donc il y a déjà un pas qui a été fait, du coup, c'est de diminuer l'impact. Et la meilleure solution pour diminuer l'impact une fois que l'identité a été récupérée, c'est d'utiliser l'authentification forte. Voilà. Donc c'est vrai que là, on dit forcément, voilà, il faut activer le MFA. Alors évidemment, si vous êtes en environnement Microsoft et que vous avez les services Office 365, on va aller activer le MFA pour Office 365. Mais cette notion de MFA là, voilà, moi je la préconise, mais de toute façon de manière globale. C'est-à-dire quel que soit le pan du système d'information qui doit être accédé. Donc on va activer le MFA, et deux, on va utiliser ce qu'on appelle l'accès conditionnel. Donc ça, ce sont des mécanismes qui sont disponibles avec les solutions de sécurité que l'on a sur les plateformes Office 365, avec la licence qu'on appelle Azure AD Premium P1, qui va nous permettre, avec l'accès conditionnel, par exemple, de prendre en compte trois éléments: un utilisateur, un périphérique, un emplacement réseau. Et en fonction du résultat de ces trois conditions-là, je vais ou pas donner l'accès à tout ou partie du système d'information et dans des conditions particulières. D'accord? Donc, je pourrais très bien dire que voilà, les utilisateurs, lorsqu'ils sont connectés avec le PC de l'entreprise depuis le réseau local, ils accèdent à toute la plateforme. Par contre, lorsqu'ils sont connectés avec le PC de la maison depuis l'extérieur, alors je force l'authentification forte et potentiellement, ils ne pourront accéder qu'à l'intranet et encore en lecture seule. Ce que je peux rajouter aussi comme condition dans cette partie accès conditionnel, si j'ai activé les bonnes fonctionnalités et que j'ai les bons niveaux de licence, je peux rajouter la notion de mesure du risque de l'utilisateur. On verra rapidement tout à l'heure que voilà, dans les fonctionnalités, j'ai la possibilité de mesurer le risque et donc d'avoir un score de risque pour mes utilisateurs. Et là, je peux décider que si le risque il atteint un certain seuil, alors je force, par exemple, Céphala et Hakim en ont parlé dans la session précédente, je vais forcer la réinitialisation du mot de passe. Voilà. Donc, une des premières choses, le MFA, l'accès conditionnel. Rien que ça, déjà, on va monter de manière très sérieusement la sécurisation du système d'information. Deuxième chose que l'on va préconiser, ça va être le contrôle des matériels. Donc, évidemment, alors si possible, parce que c'est pas toutes les entreprises et loin de là qui peuvent le faire, évidemment, on va essayer de faire en sorte que les personnes en télétravail n'utilisent que des matériels gérés par l'entreprise. Mais forcément, donc ça nécessite de l'investissement et un certain temps aussi d'acquisition du matériel, de préparation du matériel, de livraison du matériel. Donc ça, voilà, une fois qu'on a passé tout ça, on se dit OK. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place, voilà, au maximum des appareils qui sont gérés, donc fournis par l'entreprise et surtout gérés par l'entreprise. D'accord? Donc on va utiliser ce qu'on appelle du MDM, Mobile Device Management. Et à ce moment-là, on va être capable du coup de pouvoir sécuriser ce qui est à l'intérieur de ce matériel-là, que ce soit en application, que ce soit en données. On va être capable d'isoler les données et les applications professionnelles et personnelles. On va pouvoir dire que les données professionnelles ne peuvent pas être accédées depuis des applications personnelles, par exemple. Voilà, on va être capable de mettre en place ce genre de choses-là.
Ça, côté solution Microsoft, on va pouvoir répondre à ça avec des solutions de type Intune. Jean-François, tu as encore beaucoup de slides? Non, non, non. D'accord, très bien. Bon, parce que la prochaine session commence dans 10 minutes. C'est pour ça. Ouais. Bah, on m'a pris 10 minutes au départ. Hein. Yes. Non, désolé. Non, j'ai presque fini. Pas de souci, merci beaucoup. Voilà. Donc, autre chose que l'on va mettre en place, c'est, voilà, je vous disais, c'est de renforcer les contrôles donc pour nos utilisateurs. Ça, la petite copie d'écran qu'on a là, donc c'est une des fonctionnalités que l'on a avec les solutions de sécurité que l'on va pouvoir déployer. Je vous disais, c'est qu'on va être capable de mesurer le risque. Voilà, mesurer si un utilisateur il est à risque ou pas. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un utilisateur va monter son niveau de risque? Mais ça va être par rapport à des comportements qui ont été détectés sur cet utilisateur-là. Là, typiquement, si on regarde un petit peu en bas à droite, on voit que l'utilisateur en question il s'est connecté depuis des adresses IP identifiées comme étant à risque. Ou alors, on pourrait avoir aussi ce qu'on appelle le voyage impossible. C'est-à-dire un utilisateur qui se connecte depuis Montpellier et 3 minutes après, on détecte une connexion depuis Paris ou Shanghai. Donc là, globalement, physiquement, c'est assez impossible de faire autant de distance en 3 minutes. Donc ça va monter son niveau de risque. Après, ça peut être totalement justifié. Hein. Ça va se produire, par exemple, si je suis avec un VPN, potentiellement, je peux créer ce cas-là. Mais ceci dit, malgré tout, ça monte le risque et après, je vais aller voir avec l'utilisateur, je vais échanger avec lui pour savoir si il y a besoin, si c'est une opération voulue ou pas voulue, et sachant que je vais pouvoir du coup, moi en tant qu'admin, décider si cet utilisateur-là il est vraiment à risque ou pas à risque. Donc l'idée c'est vraiment de surveiller tous les comportements anormaux par rapport aux usages de ces utilisateurs-là. Tout à l'heure je vous disais par exemple un utilisateur qui se connecte systématiquement donc toute la semaine du lundi au vendredi de 9h à 18h. Si je détecte une connexion à 3h du matin, c'est un dimanche, ça va être anormal. Donc ça, on va trouver des systèmes dans les offres de sécurité autour d'Office 365 et de la suite EMS qui vont être capables, via de l'intelligence artificielle, de détecter tout ça et de me remonter les bonnes alertes. On va donc évaluer la sensibilisation des utilisateurs. Donc ça, c'est pareil. Là, si vous avez, donc si l'administrateur dispose de la bonne licence, en l'occurrence une Office 365 E5, et là il n'y a que l'administrateur qui en a besoin, pas les utilisateurs, mais vous allez avoir une nouvelle fonctionnalité qui va vous permettre donc du coup de lancer des campagnes en interne, des campagnes de phishing ou d'attaque de mots de passe. Donc ça, c'est ce que je vous dis, hein, nous on a été missionnés là ces derniers mois pour faire ce genre de choses là chez des clients. Voilà, ça permet de voir un petit peu comment les gens réagissent et de voir s'il est nécessaire ou pas de déclencher des programmes de sensibilisation derrière. Dernier point que l'on va sécuriser, donc on a parlé des identités, des accès, des risques, et là on va se pencher sur les données. Donc j'ai dit qu'à partir du moment où je suis en télétravail, les données, les flux de données changent, donc du coup les données sortent du périmètre de mon système d'information. Il faut que je puisse quand même continuer à garantir leur sécurisation. La phrase qui est toujours bonne, hein, c'est le risque, c'est la probabilité multipliée par l'impact. La probabilité que ça se produise, le réduire à zéro, c'est très compliqué. Par contre, mettre un impact à zéro, c'est facile pour des données. Entre autres, je vais me servir de chiffrement ou de dispositifs de ce type-là. Ce qui fait que des données chiffrées, même si elles sont récupérées et collectées par un tiers, elles seront inutilisables. Donc pour ça, on va voir qu'effectivement, on a ce qu'on appelle donc Microsoft Information Protection ou Azure Information Protection, qui sont des systèmes qui vont permettre de taguer les données en fonction de leur sensibilité au sens de sécurité. Et en fonction de ce tag-là, d'appliquer des stratégies de sécurité. Mais la sécurité est embarquée dans le document. Ce qui fait que si le document sort, la sécurité est toujours avec. Voilà, donc du coup, cette petite slide-là qui vous rappelle donc le positionnement des différents outils, donc Office 365 ATP, Azure AD Identity Protection, Defender ATP, Azure ATP, Cloud App Security, par rapport à ce qu'on appelle la kill chain. Donc la kill chain, hein, c'est le scénario d'attaque classique avec un point d'entrée par rapport au mail, ou au phishing. Donc que l'on va retrouver ici. Hein. Une fois que ça réussit, ensuite j'ai des choses qui sont installées sur le poste. Après, je vais compromettre le compte qui est utilisé sur le poste, et via ce que j'appelle une attaque de mouvement latéral, je vais être capable de remonter vers des comptes à privilèges. Voilà. Et à partir de là, c'est fini, le domaine il est compromis, et puis je peux faire de l'exfiltration de données. Donc ce qu'il faut, c'est que au-delà donc évidemment des bonnes pratiques de nos utilisateurs, il va falloir s'assurer qu'au niveau sécurité du système d'information, j'ai bien mis en place toutes ces choses-là, et qui plus est encore plus lorsque je suis en situation où j'ai pas mal d'utilisateurs qui sont en télétravail.
Dernier petit slide que je vous mets ici, effectivement, donc c'est comment s'y retrouver un petit peu dans les licences parmi toutes les offres Microsoft et les différentes briques de sécurité. Il faut savoir qu'à partir du moment où un utilisateur il a une licence Office 365 E3, il a déjà un certain nombre de fonctionnalités de sécurité qui permettent de le couvrir. Avec E5, Office 365 E5, il y en a forcément plus. Et après, vous avez les suites de sécurité EMS, donc E3 ou E5, qui vont venir rajouter des fonctionnalités. Donc ça, après, voilà, quand on fait des workshops sur le sujet, on parcourt un petit peu toutes ces fonctionnalités-là, on identifie celles qui sont nécessaires et qui répondent aux besoins. On identifie aussi par rapport au profilage d'utilisateurs dont je parlais tout à l'heure, les besoins en licence. Est-ce qu'il a besoin de couvrir tout le monde ou certaines populations d'utilisateurs? Et ça permet de définir ensuite quelles sont les licences que l'on met en place. Le pendant de ça, c'est que du moment que je mets en place ces solutions-là, il faut absolument que j'ai quelqu'un qui s'en occupe. Parce que là, du coup, je vais avoir des tableaux de bord, je vais avoir des alertes de sécurité, je vais avoir des incidents de sécurité. Il faut que quelque part, soit dans l'équipe, soit via une prestation externe, j'ai bien quelqu'un qui soit capable de m'analyser tous ces éléments-là. Voilà, donc j'en ai fini. Donc la petite conclusion, c'est quoi? C'est donc parce que finalement on avait cette question-là, c'est est-ce que c'est le télétravail est-il compatible avec la sécurité du système d'information? Ben oui, un petit peu comme le montre cette image, hein, c'est que c'est compatible, mais il faut avoir pris les mesures qui vont avec. Et ces mesures-là, elles sont de deux côtés. Elles sont du côté de l'utilisateur, d'accord? Donc je lui apprends les bons gestes. Voilà, donc c'est ces fameux gestes barrières pour l'informatique. Donc c'est côté utilisateur, mais aussi il va falloir que côté DSI, je réfléchisse un petit peu à tout ce qui s'est passé là pendant ces derniers mois, tout ce qu'on a dû faire de manière très rapide et pas forcément sécurisée, pour maintenant profiter un petit peu du répit et mettre en place tous les mécanismes et toutes les solutions qui vont bien. Voilà, j'en ai fini. Donc, est-ce qu'on a encore quelques minutes pour répondre à des questions éventuelles? Des questions? Non. Pas de questions à Nice. Bon, mais de toute façon, voilà, comme je dis, vous aurez donc, je crois que les vidéos sont enregistrées, seront diffusées, donc vous aurez mes coordonnées aussi dedans. Donc, n'hésitez pas après à me pinguer sur les réseaux sociaux pour ça. Oui, merci beaucoup. Merci à toi. Allez, au revoir. Au revoir.